Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire ce soir, un débat de société du genre explosif. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé hier une expérimentation, l'ABCD de l'égalité, intitulée Qui fleure bon la Troisième République, pour lutter contre les situations scolaires productrices d'inégalités sexuées. Est-ce l'outil adéquat pour lutter contre les stéréotypes filles en rose, garçons en bleu? On en débattra tout à l'heure, mais tout d'abord, nous sommes ravis de recevoir Pierre Rosanvallon, historien de la démocratie, qui lance un site internet, raconterlavie.fr, destiné à mettre en lumière la France des invisibles. Bonsoir Pierre Rosanvallon. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dam, Bonsoir. que vous connaissez car elle a fait une contribution Exactement. à raconterlavie.fr. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et je vous présente Benjamin Sportouche. Bonsoir. On vous retrouve dans un instant, juste après l'expresso de Thibault Nolte. Comme François Hollande, Pierre Rosanvallon a fait HEC, a choisi la gauche plutôt que l'argent et a un plan pour sauver la France. En revanche, pour cette machine à penser la démocratie, ce grand sachem de l'histoire politique moderne, raconter la vie privée ordinaire est une excellente idée, un projet salutaire. Chez cette éminence du Collège de France, il y a l'idée que les Français sont des voisins qui ne se connaissent pas et donc ont du mal à s'envisager un avenir commun. Il y aurait ainsi des Français invisibles, passe-murailles contemporains, qu'une élite vrombissante écraserait de ses 38 tonnes d'indifférence. Pour homogénéiser la France huile et la France vinaigre dans le grand saladier national, Rosanvallon brandit son ingrédient massu, les histoires. France, raconte ton chauffeur-livreur, révèle ton infirmière, dévoile ta caissière d'hypermarché. Ainsi, en racontant la vie des invisibles, en leur donnant une tribune, un parlement, tu écriras le roman vrai de la société française. Un projet en écho à celui de Roosevelt en 1935, où entre 4 et 6 000 romanciers, profs et journalistes ont raconté la petite Amérique des fermiers, ouvriers, indiens, leurs maisons, leurs loisirs, leurs salaires, leurs chansons ou leurs blagues. En un mot, leur identité. Et si Pierre Rosanvallon voulait offrir à la France une carte d'identité sociale? Pierre Rosanvallon, vous avez tout volé à Franklin Delano Roosevelt? C'est-à-dire Ah ouais que cette volonté de raconter la société, elle a une longue histoire. Oui. Parce que toute l'histoire de la démocratie, c'est l'histoire de représenter la société. Oui. Et représenter la société, c'est pas simplement voter pour élire des délégués. Représenter la société, c'est parler d'elle. Au sens propre du terme, c'est rendre présent ses réalités et ses problèmes sur la place publique. Alors, le Parlement des Invisibles, le manifeste dans lequel vous expliquez tout cela, et les 4 premiers ouvrages, Femme au chat, une inspectrice des impôts qui élève des chats birmans sacrés, l'histoire d'un coursier, l'histoire d'un chercheur au quotidien, et un ouvrier cariste qui témoigne de façon anonyme. Qu'est-ce que vous voulez instituer, y compris à travers ce site internet raconterlavie.fr? Créer une sorte de démocratie narrative ou une poétique du réel, comme vous dites? Voilà, une démocratie narrative, le mot est peut-être un peu compliqué, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la société a l'impression qu'elle n'est pas représentée. Il y a un fossé Que entre les gouvernants et le les peuple. gouvernants, les institutions, Oui. les appareils en général. Ils ont le sentiment qu'on ne les écoute pas, ils ont le sentiment qu'on ne parle pas d'eux. Et ça n'est pas simplement parce qu'il y a des personnalités politiques qui sont loin de la réalité. C'est aussi parce que la réalité, elle est en quelque sorte recouverte avec 2 grosses croûtes. D'abord, ce qu'on peut appeler la croûte de l'hypervisibilité, parce que la visibilité, au fond, elle est partout. Hein. Elle est sur les réseaux sociaux, elle est dans la télé-réalité, elle est dans la presse people. Oui. Et puis... Vous pensez à François Hollande, non, je pense à la presse people en Oui, général, en général, qui montre grosso modo que cette hypervisibilité construit une société un peu paillette, une société illusoire, et qu'on ne va pas, on ne descend pas dans la soute. Et puis de l'autre côté, la réalité, elle est aussi masquée par les mots-valises, par les stéréotypes. Alors on parle en grand du peuple, on parle des classes laborieuses, on parle des bobos, on parle des immigrés. Oui, mais des tout catégories qui masquent le réel, le grain du réel. C'est des catégories qui ne nous font pas aller, Ouais. je dirais, descendre dans la réalité sensible. Et ce projet, c'est un projet pour faire en sorte que les Français se connaissent mieux eux-mêmes en descendant dans la réalité sensible. Mais alors, c'est excessivement ambitieux, mais après tout, on pourrait vous dire, en quoi ça diffère d'un blog, ou de blogs, ou d'une agglomération de blogs, ou de forums Internet? Qu'est-ce qui fait la Avec une très grande différence, c'est que d'abord, du point de vue de la collection de livres, ce sont tout de même des livres qui sont très travaillés. Et puis, il y a des voies multiples. La collection de livres, il y a des écrivains
parce que l'écriture, c'est une façon de connaître la réalité. Et en mars, nous publierons un livre d'Annie Ernaux, oui. qui va raconter son supermarché. Maëlys de Kerangal écrit pour nous aussi le portrait d'un cuisinier. Bégodeau va publier le portrait d'une infirmière. Donc des écrivains ou des anonymes? Alors, des écrivains, des anonymes, aussi du journalisme d'investigation et également des sciences sociales. Pour pénétrer dans la société, il faut des voies multiples. Mais on pensait que les réseaux sociaux permettaient une connaissance plus importante des Français, de l'un vis-à-vis de l'autre. Vous avez l'impression que c'est factice, cette connaissance? Souvent, les réseaux sociaux, c'est, je dirais, une connaissance réactive. On réagit, on se montre des photos, mais on ne descend pas vraiment dans la réalité. Et pour descendre dans la réalité, il faut raconter des choses précises. Je vous prends un exemple. On parle toujours des ouvriers, mais la condition ouvrière aujourd'hui, ce n'est plus le sidérurgiste, ce n'est plus l'ouvrier automobile. La condition ouvrière aujourd'hui, c'est justement ces multitudes de chauffeurs-livreurs, ces réparateurs, ces gens qui vont rendre des services. Et puis c'est dans les centres logistiques, tous ces caristes. Et des personnes qui jusqu'à maintenant n'avaient pas l'occasion de se raconter, de raconter leur quotidien. Non, ça véritablement, on peut dire, c'est un type de réalité invisible. De même qu'il y a une réalité invisible, il y a des tas de lieux comme quand Annie Ernaux va parler de son supermarché, c'est des lieux qu'on n'a pas essayé de comprendre comme des lieux importants pour comprendre. Donc on est à la frontière entre le journalisme d'investigation, la littérature et la sociologie. Exactement. Vous décloisonnez, vous misez sur un décloisonnement. Exactement, et je dirais presque l'idéal, c'est que la sociologie ou les sciences sociales s'enrichissent de l'expérience du romancier, s'enrichissent de la curiosité du journaliste, et que le journaliste s'enrichisse aussi de ce qu'apportent les sciences sociales. Comme ce fut le cas, et vous en parlez, dans le Parlement des Invisibles, vous évoquez les grands romanciers, Balzac, Zola, qui faisaient un travail quasiment d'enquêteur, qui se documentaient pendant des mois et des mois pour raconter un hypermarché au bonheur des dames, Exactement. Ou pour raconter le capitalisme. Le bonheur des dames, il a visité où vivaient les gens, il a visité leur réfectoire, il a constitué des fiches sur leur salaire, leurs conditions de travail. Et au fond, nous souhaiterions, on ne peut pas faire, ce projet ne peut pas tout remplir, cet objectif, mais au moins faire un peu école pour montrer une autre façon de parler de la société. Alors, Pierre Rosanvallon, ce n'est pas juste un laboratoire ou une expérience, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec une crise, un désenchantement et quelque chose qui érode la démocratie et aussi la confiance. Oui. Nadia, parlez-nous d'un sondage qui a été publié hier dans Le Monde. Exactement, des chiffres qui ont été publiés par le CEVIPOF, donc le Centre de recherche de Sciences Po, qui chaque année publie un baromètre de la confiance des Français envers les politiques. Ces chiffres-là, cette année, sont particulièrement inquiétants. On apprenait par exemple que pour décrire leur état d'esprit actuel, les personnes interrogées, elles répondaient dans cet ordre-là: morosité, lassitude et méfiance. On apprenait aussi que 87% des Français, c'est beaucoup, estiment que les responsables politiques se préoccupent peu, voire pas du tout, de ce qu'ils pensent. On a donc l'impression que la France est en train de s'enfoncer dans une dépression collective. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Je l'explique justement par beaucoup de phénomènes. La situation économique et sociale n'est pas facile. Oui. Mais au-delà de cette situation économique et sociale qui n'est pas facile, la défiance, elle résulte du fait qu'on ne se connaît pas les uns les autres. Faire confiance, on peut faire confiance à des gens qu'on connaît. Si on est des étrangers les uns pour les autres, eh bien, on s'enfonce dans le repli, on s'enfonce dans la ghettoisation. Et le rejet de l'autre. Et le rejet de l'autre. Et à ce moment-là, ce qui constitue la société, c'est une addition de mouvements de rejet mutuel. Et c'est pour cela qu'il y a à la fois une dimension, je pourrais dire, morale, et une dimension politique dans ce projet. La dimension morale et politique, c'est que si la démocratie est un peu en panne, il faut d'abord reconstruire son socle. Le socle de la démocratie, c'est nous, c'est le monde les citoyens. commun. C'est le C'est monde que les commun. citoyens fassent société. Et faire société, on voit bien aujourd'hui qu'il y a la difficulté, il y a la fuite devant l'impôt, il y a le fait de beaucoup de phénomènes de retrait qui sont multiples. Eh bien, pour refaire société, il faut d'abord mieux se connaître les uns les autres. Ouais. Mais vous ne craignez pas une forme de nombrilisme quand même? C'est Christian Salmon qui dit qu'il va y avoir une sorte de storytelling universel, chacun mettant son expérience. Non, mais je vais sur la place vous publique. donner des exemples. Évidemment, si c'était simplement des blogs où chacun exhibe son petit moi, ce serait quelque chose de raté. Et d'ailleurs, le storytelling, qu'est-ce que c'est? C'est de la com. Le storytelling, c'est la façon dont on emballe la réalité dans un discours rose bonbon. Nous, c'est pas ça du tout. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre sur les chauffeurs-livreurs, à un moment donné, c'est une journaliste qui a suivi 3 chauffeurs-livreurs dans toute leur tournée quotidienne. Eh bien, à un moment, un de ces livreurs dit:
on nous a dit surtout ne croisez jamais le regard des autres. Vous voyez, cette simple remarque comme ça montre bien ce que veut dire au quotidien une espèce d'expérience de la distance, une expérience du mépris, où grosso modo, on lui demande de rester surtout un invisible. Pierre Rosanvallon, vous n'avez pas peur que seuls les journalistes curieux et les sociologues achètent ces ouvrages? Alors, qu'on soit dans un entre-soi, malheureusement? Non, pour deux raisons. Oui. La première raison, c'est que nous avons voulu faire des livres qui ne coûtent que 5,90 €. 5,90 €. Et quand ils sont achetés en e-book, ils ne valent que 2,90 €. Alors là, et sur imparable. le site, on peut consulter les récits de manière Et sur le totalement site, c'est gratuit. Et Racontezlavie.fr, c'est gratuit. sites et des éléments des bouquins et tous les récits sont d'accès gratuit. Non, on vise véritablement. D'ailleurs, on est en vente dans 2000 librairies et on n'est pas du tout, je dirais, dans le monde intellectuel habituel des bouquins. Pierre, vous en avez une dernière question question en lien avec l'actualité. Qu'est-ce que vous inspire la pipolisation de la vie du président de la République aujourd'hui? Est-ce que cette hypervisibilité vous choque? Eh bien, je pense justement qu'il faut mettre fin à cette pipolisation. La pipolisation, c'est toujours une façon de construire une réalité de façade qui nous empêche de descendre dans la réalité vraie. Et la réalité vraie, c'est le moment où elle a besoin d'être incarnée. Ce n'est pas simplement des statistiques et des généralités. C'est descendre dans des vies individuelles, non pas pour raconter des biographies, mais parce que ces vies individuelles révèlent beaucoup de choses. Ce jeune cariste, Anthony Ouvrier d'aujourd'hui, il montre ce qui est ce nouveau monde de la reprolétarisation. Il montre ce que c'est que l'isolement. Il montre ce que c'est que cette nouvelle classe ouvrière qui, contrairement à l'ancienne, n'est pas tellement organisée, ne communique pas tellement entre elles. Et j'espère aussi que ce sera un des buts de ces livres, c'est de faire en sorte que les gens se reconnaissent collectivement. Les uns les autres. Les uns les autres. Merci Pierre Rosanvallon, racontezlavie.fr, témoignage de Nadia Dame dessus, et puis quantité d'autres témoignages d'anonymes ou moins anonymes. Nous passons au débat sur l'ABCD de l'égalité. On aime, c'est intitulé Rétro-Gnangnan, qui recouvre une expérimentation du ministère de l'Éducation nationale visant à déconstruire les stéréotypes liés au genre à l'école. La méthode de Vincent Payon est-elle la bonne? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est un grand classique. Une dinette pour les petites filles, un kit de bricolage pour les petits gars. Elle est jolie, il est tellement fort. Panique dans les bacs à sable, nos bambins seraient victimes de stéréotypes sexistes. C'est en duo que le ministre de l'Éducation et la ministre des Droits des Femmes ont lancé l'offensive contre la tyrannie du rose et du bleu. C'était hier dans une école de Villeurbanne. Najat Vallaud-Belkacem et Vincent Payon ont présenté un projet d'apprentissage de l'égalité homme-femme. 600 classes de primaire dans 10 académies sont concernées pour l'instant. L'ABCD de l'égalité a pour but de sensibiliser sur des préjugés parfois inconscients qui peuvent avoir des répercussions sur les aspirations des enfants et ce que l'on attend d'eux. Aujourd'hui, eh bien, les femmes, les hommes sont censés être à égalité, notamment dans le monde du travail, et donc ne pas, encore une fois, se freiner dès le plus jeune âge avec des représentations et des stéréotypes. Nous avons des jeunes filles qui réussissent bien à l'école, mais qui après s'interdisent un certain nombre de métiers. Ce dispositif est tout sauf anecdotique. Plus de filles ingénieurs ou de garçons sages-femmes. Ouvrir les champs du possible pour tous, voilà l'ambition du gouvernement. Mais la démarche divise. Certains craignent une offensive idéologique qui viserait à nier toute différence entre filles et garçons. Alors, à l'école comme à la maison, faut-il adopter une éducation d'un autre genre ? Ils sont trois pour y répondre. Nicolas Barre, bonsoir. Vous êtes une ancienne footballeuse de haut niveau et vous êtes chargée de mission par deux ministères, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Droit des femmes, à propos précisément de cet ABCD de l'égalité. À côté de vous, Olivier Vial, bonsoir. Vous êtes président de l'UNI et vous êtes, qui est un syndicat étudiant. Et professeur. Et professeur. Et vous êtes porte-parole de l'Observatoire de la théorie du genre. Et à côté de vous, Nassira Ghanif Souilamas, encore mieux. Et vous êtes sociologue et anthropologue. Et Nadia, une question d'un de nos spectateurs internautes. Oui, une question assez intéressante, vous allez le voir, la voici. Pour changer l'image qu'ont les enfants de la place des hommes et des femmes, ne faudrait-il pas plus d'hommes dans les écoles? Nicolas Barre, on sait effectivement qu'en primaire, 8 enseignants sur 10 sont des femmes. En maternelle, c'est 9 sur 10. Est-ce que, effectivement, pour lutter contre les stéréotypes, il faut davantage d'hommes dans l'enseignement et notamment dans les toutes petites classes?
Absolument. Je pense qu'on a des fois des combats inverses à mener. On veut toujours féminiser les professions masculines, mais il y a aussi beaucoup de professions féminines qu'il faudrait masculiniser. Mais si on revient un petit peu dans l'histoire, puisque c'est un petit peu le sujet que vous avez montré tout à l'heure, avant, la profession d'enseignant, le professeur des écoles, ça s'appelait l'instituteur. L'instituteur, c'était une sommité dans la commune et c'était un personnage essentiellement masculin. Donc il faut s'interroger aussi pourquoi cette profession s'est féminisée et ne faut-il pas y voir là une dévalorisation, notamment d'un point de vue des carrières, d'un point de vue de la rémunération, mais aussi d'un point de vue de la place des femmes dans la société en général qui a complètement changé. Donc oui, la réponse est oui. Et j'ai fait le même constat que l'internaute. Beaucoup d'enseignants en formation dans le cadre de la BCD et comme ces grandes sections maternelles jusqu'à CM2, beaucoup de femmes. Des femmes. D'accord. Et Olivier Vial, vous trouvez qu'il faudrait aussi donner l'exemple? Notamment entre 0 et 6 ans, qui est un peu le champ d'action notamment de la BCD Égalité, on sait que dans la formation des enfants, l'altérité sexuelle est importante. Et donc c'est pour ça que nous, on a toujours cru, dans la famille comme à l'école, le fait d'avoir un homme et une femme, c'est important. Et donc il faut avoir des modèles masculins aussi. C'est ça, dans la petite à enfance. l'école. Bon, vous souscrivez aussi à cette idée que ce sera très bien. Il y aura des étudiants qui se destinent au professorat. Et donc, au cours des 5 dernières années, j'ai pu constater, j'étais notamment dans une spécialité petite enfance. Donc, de fait, je recevais ceux qui se prédestinaient, enfin, qui se destinaient plutôt à la maternelle, la mal nommée, si je puis dire. Il faudrait quoi, l'appeler la paternelle? Non, quand même. Non. Bon. Non, mais l'école passerelle, l'école d'initiation, enfin, on pourrait trouver des tas de termes, d'autant qu'il n'y a qu'en France que cet âge-là constitue une école. Mais à chaque fois que ça a été proposé, ça a très mal passé. Non, mais c'est symptomatique. Non, mais c'est surtout symptomatique, effectivement, de la manière dont on perpétue des stéréotypes féminins, notamment dans l'appellation des institutions nationales. Donc, mais juste pour finir là-dessus, il est intéressant de savoir effectivement que j'ai quasiment jamais eu d'élèves, enfin d'étudiants masculins, et que les stéréotypes genrés, c'est-à-dire la définition très sexuée des rôles, y compris professionnels, est très ancrée parmi les étudiants lorsqu'ils arrivent dans l'enseignement que j'assure sur le genre et sur la diversité. Alors, pour revenir, Olivier Vial, votre sentiment sur cette initiative, c'est pas mal de se dire qu'on essaye de faire comprendre à des enfants que eh bien, l'égalité entre garçons et filles est une bonne chose, et pour leur vie quotidienne, et pour plus tard, quand ils seront grands. L'égalité homme-femme, c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que c'est à l'école, et notamment dans les petites classes, qu'il faut mettre en plus encore un programme? C'est une expérimentation, précisons que c'est vraiment une expérimentation. La manière dont l'évaluation est proposée, on a essayé plusieurs fois de savoir comment elle a été évaluée avant d'être généralisée. Ça semble quand même très opaque et il semble que vous avez déjà quasiment la certitude qu'il y a une généralisation si les crédits soient derrière. Mais la vraie difficulté qu'on a sur cette question-là, c'est qu'on a une évolution naturel aujourd'hui de toutes les sociétés occidentales à un rapprochement quand même des carrières hommes-femmes et c'est très vrai notamment si on regarde les diplômés aujourd'hui, les sorties de l'enseignement secondaire comme supérieur, il y a un vrai rapprochement des hommes et des femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là un vrai rapprochement? On a les niveaux de salaire qui se sont rapprochés très... Oui, mais on n'est pas encore dans une parité et dans une égalité des salaires. Aujourd'hui, on est à 80, par exemple sur les sortants cette année, on est à 94% du salaire du salaire des femmes par rapport à celui des hommes. Mais donc, c'est les débutants. C'est les sortants. Parce que justement, vous regardez les choses dans le stock, mais si on regarde le flux et donc la tendance, on s'aperçoit qu'il y a une vraie convergence qui va dans le bon sens. Ah, donc vous trouvez que c'est pas la peine d'en faire plus? Aujourd'hui, prendre le prétexte de cette égalité-là pour parler de l'orientation, soi-disant, à des enfants de 3 ans et utiliser ça comme prétexte pour faire bien autre chose, c'est-à-dire commencer à mettre un mécanisme qui va dans une mécanique globale, c'est-à-dire qu'à côté de la BCD de l'égalité, on a le renforcement de l'éducation à la sexualité à partir de 6 ans, qui a été proposé par Vincent Payon, on a la diffusion de films comme Tomboy. On va en parler tout à l'heure. Mais vous pensez pas qu'il faut lutter contre les stéréotypes à l'école? Les stéréotypes, dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que ça veut dire un stéréotype? Aujourd'hui, il y a quelques stéréotypes sur lesquels il faut lutter, mais aujourd'hui on a l'impression que tout ce qui était appelé avant des repères est devenu un stéréotype. Et qu'on sait que dans la construction des enfants, il y a besoin de repères. Les repères, ce n'est pas des frontières hermétiques, c'est des moyens qui servent à se repérer et quelquefois à être dépassés. Mais aujourd'hui, on décide que tout ce qui était des repères, qui servait à la construction des enfants, deviennent des stéréotypes. Nicolas il faut les annihiler. Je vous entends pas, je suis étonnée. D'abord, c'est pas un programme. Oui. C'est un dispositif qui fait intervenir... vous jouez sur les mots, là. Non, parce que le programme qui est actuellement à l'école, dispensé par l'école, est inscrit dans des instructions, des circulaires, et il n'est absolument pas touché par la BCD de l'égalité. On a bel et bien compris que la transmission des stéréotypes éducationnels, le continuum passait par les adultes, et que ces adultes étaient donc des il faut former les adultes, c'est pas les enfants qu'il faut former, c'est les adultes. Inconsciente
et qu'on ne se rend même plus compte qu'on fonctionne dans ce système-là. Un exemple, des exemples, s'il vous plaît. Une directrice d'école dans une formation, puisqu'effectivement nous sommes allés former les adultes avant de former les enfants, et quand on dit qu'on lance l'ABCD depuis hier, non, l'ABCD a commencé le 12 septembre, dès la rentrée scolaire de septembre, en formant les inspecteurs, en formant les CPC, c'est-à-dire les personnes qui sont les formateurs. Non, mais des exemples de stéréotypes. Et les enseignants. Des exemples de stéréotypes, une directrice d'école qui était parfaitement convaincue, comme tous les enseignants, d'être très attentive et très vigilante à cette égalité filles-garçons, qui, dans un atelier mis en place, dit j'ai proposé aux enfants de jouer à la marchande. Détail. Oui. Moi, je l'arrête quelques secondes, je lui dis comment. Et d'elle-même, elle a dit ah, effectivement, la marchande. Mais il y a aussi des marchands. Bah, oui. Et donc, vous allez me dire un petit détail, mais c'est l'accumulation de stéréotypes. Un tableau impressionniste, ce sont des millions et des millions de petits coups de pinceau portés par toutes et tous sur l'éducation. D'où la nécessité d'intervenir en amont, c'est-à-dire au moment de la formation initiale. Or, sur ce plan-là, pour avoir pratiqué effectivement l'enseignement à destination des futurs professeurs des écoles, on est dans un état de désert total. C'est-à-dire que dans les programmes généraux, ça n'est pas obligatoire. Ça n'est pas une sensibilisation qui se fait à hauteur de celle que l'on pourrait faire sur d'autres questions, notamment la citoyenneté. Or, je trouve que c'est éminemment lié, les deux dimensions. Et de fait, ensuite, on se retrouve sur des modules spécifiques qui sont dispensés sur très peu d'heures et qui arrivent effectivement en bout de course, c'est-à-dire presque sur un mode optionnel, et qui ne vont pas permettre justement à des futurs enseignants de prendre la mesure des manières simples et non pas idéologiques, sur le mode du matraquage. Il y a des manières simples de faire le travail qui consiste à instaurer un climat égalitaire dans une classe. Il ne s'agit pas d'être dans l'incantation, il s'agit d'être dans la pratique la plus routinière possible. On va passer au chiffre du jour dans un instant, mais juste sur le mode idéologique, je pense que c'est là où bas le blesse, parce que vous considérez qu'il y a une idéologie sous-jacente là-dedans. Surtout, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de culpabiliser un petit peu les enseignants, de les forcer à mettre des lunettes de genre, c'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire, toute leur activité, la manière dont ils enseignent l'histoire, la manière dont ils enseignent le français, tout ça va être fait avec des lunettes de genre qui sont des lunettes déformantes et qui petit à petit arrivent à avoir une vision très anachronique de l'histoire, qui arrivent à faire des choses très... Vous dites effectivement la marchande, c'est rhétorique, on dit aussi le juge, sauf que le juge c'est 80% des femmes, ça ne veut rien dire, ça n'implique pas là-dessus. On voit aujourd'hui qu'en plus l'évolution... Qu'est-ce qui empêcherait de dire la juge alors rien ne l'empêche, mais en tout cas... Mais ça n'est pas dans les mœurs. Ce n'est pas un stéréotype, et ça n'a pas empêché les femmes d'être très majoritaires dans la profession de juge. Benjamin, le chiffre du jour. Oui, c'est 77%, Elisabeth. 77% de filles qui réussissent au bac contre 67% des garçons, selon des chiffres de 2011. Et elles sont plus nombreuses encore à décrocher un diplôme du supérieur que les garçons. Alors, pourquoi cette supériorité, cette meilleure performance dans les études ne se retrouve pas dans la vie professionnelle? Je vous pose la question, Nassira Ghenif-Souilamas. Est-ce que c'est dû à une autocensure ou est-ce que c'est parce que les préjugés ont la vie dure? Oui, je pense que d'abord, il faudrait peut-être différencier et ventiler tout ça en termes de diplôme. De quel diplôme parle-t-on? C'est pas parce que plus de filles ont des diplômes que des garçons. De quel diplôme parle-t-on? Quelle est l'entrée sur le marché du travail? Quelle est la valorisation? Quel est le prestige attaché à ces diplômes? Et qui va faire que, par exemple, on va éroder la différence de salaire. Parce que c'est ce qui, à terme, finit par arriver. C'est-à-dire que si au début, on accède à peu près au même emploi, ensuite, les plans de carrière, la progression, le plafond de verre et le salaire qui va avec ou qui ne va pas avec, c'est là qu'on comprend effectivement que ces avancées, elles sont souvent en trompe-l'œil. Et qu'il y a des carrières qui peuvent stagner. Tout à fait. Et puis, on sait très bien, effectivement, pour le moment, c'est encore les femmes qui portent les enfants, n'est-ce pas? Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va constituer un obstacle dans certaines branches, dans certains secteurs. Dès le début, alors, vous avez et je pense qu'effectivement, il y a un effet peut-être déformant de la manière dont on traite ces chiffres. Là-dessus, pareil, c'est une vision qui est malheureusement datée, puisqu'aujourd'hui, tous les chiffres de 2013 qui viennent de sortir, qui sont sortis il y a 10 jours, montrent justement qu'effectivement les filles ont une meilleure réussite à l'école, que cette réussite-là, elle commence à avoir un impact important. Il faut savoir que, par exemple, les diplômés de master à l'université, il y a 20 points de plus de différence. Il y a 61% des filles qui obtiennent le master contre simplement 40%, 39% des garçons. Et ça se traduit directement par effectivement une meilleure insertion professionnelle. Ça fait 2 ans de suite que l'insertion professionnelle des jeunes filles est meilleure et qu'elles ont moins souffert de la crise que les jeunes hommes diplômés ou non. Nicolas et donc là-dessus, on est quand même dans une logique qui effectivement nous dit, c'est le programme ABCD, c'est tous les programmes, c'est les femmes sont
par essence les victimes. Or, aujourd'hui, dans l'éducation, je vais pas dire ça. c'est exactement le contraire. Nicolas Barr. Moi, je veux répondre déjà qu'on culpabilise personne. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de mauvaise volonté, il n'y a pas d'envie de nuire à qui que ce soit. C'est juste rendre visible l'invisible. Ça fait 30 ans de politique publique et moi, je ne suis pas d'accord. Les chiffres restent quand même en défaveur majoritairement de l'inscription des femmes dans l'ensemble des champs de notre société, qu'ils soient politiques. Non, parce que là, on n'a que 28 minutes et moi, j'aimerais bien qu'on aille à l'essentiel. Moins que ça, il faut qu'on avance. L'essentiel, c'est qu'il faut bien constater que le sexisme et la différenciation des sexes, c'est une violence qui s'exerce. Elle s'exerce le plus souvent à l'encontre de l'épanouissement des individualités et que nous faisons effectivement attention à ce qu'il y ait de la différence et il y en aura toujours. Mais il faut laisser s'éclore tous les petits talents. Oui. Et tous les petits talents éclosent moins bien quand ils sont féminins que quand ils sont masculins. On construit moins de confiance en soi quand on est une fille, quand on est un garçon. Et généralement, on a plus de difficultés pour les filles à s'inscrire dans ce qu'elles sont réellement en tant que personnes. Est-ce que notamment un enseignant ne s'adresse pas de la même manière à une fille qu'à un garçon? Oui, on demande est-ce qu'il s'adresse de la même manière? Non, on demande à une fille de renforcer un savoir qui a déjà été acquis et on demande à un garçon de faire preuve de créativité. Voilà. Mais tout ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. Et quand on parlait de culpabilité, je voudrais juste vous dire que l'ensemble des enseignants que j'ai pu côtoyer, j'ai fait des milliers de kilomètres depuis 3 mois. J'en ai rencontré beaucoup. Je peux vous assurer que tous et toutes, on dit, on est d'accord pour se rendre compte qu'on est dans la reproduction, on n'en était pas conscient et maintenant on va faire avec Qu'est-ce qui est net alors, Olivier Vial? Par exemple, que les filles, soi-disant, seraient moins ambitieuses que les garçons. On s'aperçoit, et là encore des chiffres très récents, les vœux d'orientation après la classe de 3e à note égale, notamment pour les filles qui ont des notes en dessous de la moyenne, elles sont plus nombreuses à réclamer une orientation dans les filières générales, donc les plus prestigieuses, que les garçons. Donc il n'y a pas cette sous-estimation. Et ça, c'est des chiffres précis, c'est des chiffres statistiques sur l'ensemble de la cohorte. C'est pas quelques exemples qu'on a ici ou là et qu'on a de la. Alors, Olivier Vial, vous évoquiez vous êtes trop synchronique et trop quantitatif. Et non, c'est pas de la scientificité. Trop synchronique et trop quantitatif. Vous ne voulez pas admettre l'analyse qualitative de certains chiffres et le fait qu'ils traduisent. Non, mais excusez-moi, mais des études sur ces questions-là, sur la comparaison filles-garçons, ça fait quand même près de 50 ans que ça se fait en France, au moins. Ça se fait aujourd'hui à l'échelle mondiale. Il y a toute une série d'observatoires qui ne sont pas de la théorie du genre et qui sont beaucoup plus terre à terre et qui effectivement compulsent les chiffres et en proposent des analyses et pas simplement une espèce d'avalanche de chiffres comme ça qui démontrerait quelque chose de façon magique. Non, en fait, la réalité qualitative, c'est que même si en 3e, elle démontre une ambition à l'orientation, elles vont ensuite rencontrer une série d'obstacles qui sont souvent invisibles et qui sont cumulatifs et qui vont aller à l'encontre de leurs ambitions, qui vont faire que tout ça s'érode dans le temps. 80% à l'ENM. Non, ça n'explique pas. Alors attendez, avançons. Soyons un peu plus subtils. Avançons, je suis sûre que vous l'êtes tous les trois, évidemment. Nadia, vous vouliez, parce qu'Olivier Vial a évoqué la diffusion d'un film, Tomboy. Oui, Tomboy, c'est un film qui est sorti en 2011. Il a reçu plein de prix, de très très bonnes critiques. Film français. Il raconte l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui se fait passer pour un garçon, d'où le titre Tomboy, garçon manqué. J'explique pourquoi il y a une polémique dans un instant. On en regarde un tout petit extrait. Court. T'es nouveau? Ouais, on est arrivé hier. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael. Je m'appelle Michael. Laure, sors du bain. T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? Pourquoi t'as fait ça? Alors Nadia, qu'est-ce qui se passe? La polémique, elle a commencé quand ce film il a été diffusé à l'école via le dispositif École et Cinéma qui existe depuis très longtemps, qui est validé par le ministère de l'Éducation nationale et qui diffuse donc des films auprès la cinéphilie pour les enfants. Exactement. Et ce film, il a été diffusé notamment auprès de collégiens, d'élèves de CE2, de CM1, de CM2, ce qui a suscité la colère de parents, d'associations, de la manif. Et de vous peut-être de groupes d'extrême droite également qui appellent à arrêter la diffusion de ce film. Il y a une pétition qui circule qui a recueilli 26 000 signatures. On accuse ce film de faire je cite, la promotion de l'homosexualité et de la théorie du genre. Vous avez appelé... Autre film montré dans le cadre de ces programmes, Podane, etc. D'accord. Une quantité on de films. n'épouse pas son papa. Olivier Vial, vous avez appelé à signer la pétition, notamment. Qu'est-ce qui vous gêne en ce film? Est-ce que vous l'avez vu là-dessus. Oui, on l'a vu. On a même d'ailleurs sorti une fiche pour justement
permettre aux parents de savoir qu'est-ce qu'il faut dire à leurs enfants, parce que certains enfants sortent, notamment des petits-enfants, sortent un peu perturbés, parce qu'en fait, c'est un film qui est très bien fait, mais qui participe effectivement de cette volonté. Mais les enseignants ne se contentent pas de diffuser le film, il y a des discussions après avec les enfants, à chaque fois. C'est pas partout pareil, et effectivement, on a des vraies différences, puisque ce film était plutôt prévu pour des collégiens, il a été beaucoup diffusé, notamment le mois dernier, à des élèves de CM1 et de CM2, voire quelquefois à des élèves de cours élémentaires, et c'est un film qui, malgré tout, essaye de prôner, et c'est d'ailleurs c'est un film militant, hein, la réalisatrice le dit elle-même, prône l'indifférenciation, prône la volonté aussi de rendre non évident la différence des sexes. Parce qu'interroger, c'est prôner. C'est un peu un parti. Non, mais oui, sauf que là, on n'est pas avec des élèves de la Sorbonne, on est avec des élèves de 6 à 8 ans. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient le libre arbitre. Il y a discernement quand même. Ils seraient moins avisés que des étudiants de la Sorbonne. Ah oui, je pense qu'effectivement qu'à 6-8 ans, non, pas du tout, non. Donc vous êtes dans une vision évolutionniste de l'intelligence que je ne comprends pas. Il y a une manière de s'adresser à des enfants de 8-10 ans qui peut être tout à fait aussi complexe et élaborée et sophistiquée que celle que l'on peut avoir avec nos étudiants en amphi à l'université. En tout cas, d'ailleurs, une majorité de psy... On sous-estime souvent les enfants. Oui, peut-être, mais c'est pas votre métier, les psychologues. C'est aussi mon métier. Je suis en sciences de l'éducation, j'en saurai. Et ça fait partie des disciplines dans lesquelles on s'intéresse notamment aux enfants. Nous allons faire un petit retour en arrière, si vous le voulez bien. Avec le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette et revenir sur une révolution qui a eu lieu en 68 en France. C'était la mixité à l'école. Les filles allaient être déconcentrées par les garçons. Ben voyons, encore un stéréotype? On verra ça tout à l'heure. C'est le rétroviseur. Jusque-là, c'était simple. Il y avait d'un côté les écoles de filles et de l'autre celles de garçons. À la fin du 19e, certains militent déjà pour la mixité, ce que l'on appelle à l'époque la coéducation. Mais les principaux intéressés ne sont pas toujours emballés par l'idée. Je crois que la présence de jeunes filles attribuerait un nouvel élément qui serait néfaste aux études. Entre garçons et filles, ce n'est pas possible. Malgré les réticences, en 1968, les garçons et les filles sont déjà mélangés dans la moitié des classes. La mixité, c'est bien parce que dans la vie, les garçons et les filles sont toujours ensemble. Au travail, on a un patron, en général, c'est un garçon. On se marie avec un garçon. Quand on n'est pas mixte, on fait du mal aux filles, les filles aux garçons. Et puis quand on devient grand, après, on s'entend mal et puis on se divorce. Les garçons et les filles, on est pareils, on est égales. Je vois pas pourquoi qu'on nous séparerait. Mais il faut attendre 75 et la loi Haby pour rendre la mixité obligatoire dans toutes les filières. Malheureusement, les motifs sont d'ordre économique, rationaliser l'espace et les budgets. Concernant l'égalité des sexes, il y a encore un peu de travail. Parce que les fillettes, par exemple, si jamais on lui marche sur le pied, elles se mettent tout de suite à pleurer, alors comme nous, souvent, on se bagarre. Ils sont épatants. Olivier Vial, des médecins, des biologistes comme Léonard Sachs, qui est interviewé dans l'Express, qui sortira demain, considèrent que des enfants garçons qui réussissent moins bien doivent être protégés. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on se pose la question aujourd'hui des rythmes, on s'aperçoit qu'effectivement, les rythmes d'apprentissage des garçons et des filles ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a un décalage de temporalité. Notamment, les garçons ont au démarrage, notamment pour l'apprentissage de la lecture, un peu plus de difficultés. Donc, arriver à adapter certaines pédagogies, oui, je pense que c'est une bonne chose. Ça ne relève pas de la théorie du genre, ça? Pas du tout, au contraire, puisque justement, on reconnaît qu'il y a une vraie différence entre garçons et filles. Alors, on va partir... Je ne nie pas la différence des sexes. On va partir en Suède, et là, vous allez être terrassé, grâce à Juan Gomez, en la Quetal. Vous êtes belle, Juan. Merci. Vous nous emmenez en Suède? Oui, la Suède où ces dernières années, plusieurs couples ont fait sensation en annonçant publiquement qu'ils élevaient leurs enfants de façon la plus neutre possible, en refusant de révéler leur identité sexuelle. C'est le cas par exemple des parents de Pop. Pop, c'est un enfant, il a 7 ans, il porte un prénom d'ailleurs qui peut désigner aussi bien un garçon qu'une fille. Pop choisit lui-même ses habits, donc il porte des robes, des pantalons. Pour la coiffure, c'est également variable. Et selon ce couple, Pop n'est ni un garçon ni une fille, mais seulement Pop. Et aussi longtemps que le genre de Pop restera neutre, eh bien ses parents sont convaincus qu'il ne sera pas influencé par la manière dont la société traite les garçons et les filles. Et aux dernières nouvelles, eh bien, l'enfant ne connaîtrait toujours pas son identité sexuelle. Alors quoi qu'il en soit, et ça c'est intéressant, au nom du sexuellement neutre, eh bien un nouveau pronom a été introduit à la langue suédoise. Il s'agit en fait de remplacer le il et le elle. Alors évidemment, je ne peux pas vous traduire ce pronom en français, il est intraduisible. En suédois, on dit elm.
M. Ah. H-E-M, voilà, pour être précis. Alors, plusieurs écoles maternelles qui veut dire poule en ont anglais, décidé de privilégier son usage pour essayer de promouvoir justement l'égalité des chances filles-garçons. Et quand on voit comment se déroulent finalement les cours au quotidien, eh bien, dans les livres, dans les chansons, ce nouveau mot permet en fait de pouvoir parler par exemple d'un pompier sans savoir véritablement s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et vous allez voir, cette démarche est vivement défendue par cette directrice d'école. Certains pensent que nous allons changer les filles en garçons et les garçons en filles. Bien sûr que non. Nous souhaitons seulement donner à chaque être humain les mêmes droits, les mêmes possibilités, les mêmes responsabilités. C'est une question de démocratie. Voilà, et dans ces écoles, les expressions les filles ou les garçons ne sont jamais utilisées et les enfants sont même encouragés à se servir de manière indifférenciée des jeux qui traditionnellement sont associés à l'un ou l'autre sexe. Alors il y a d'autres initiatives également pour lutter contre les stéréotypes sexuels. Par exemple, une marque de vêtements d'enfants a décidé de supprimer de ses magasins les rayons filles, garçons. Regardez par exemple ce catalogue de jouets. Il nous présente un enfant déguisé en Spider-Man poussant un landau, tandis qu'une fille habillée en jean conduit un kart. Alors toutes ces initiatives, évidemment, eh bien, elles ne font pas polémique sur place. Il faut dire que non, elles ne font pas polémique. Il faut dire que la Suède est un pays déjà qui est très très avancé en matière d'égalité filles, garçons, hommes, femmes. D'ailleurs, le pays détient le taux de femmes au travail le plus élevé au monde et 2/3 des diplômes sont obtenus aujourd'hui par les femmes. Il y a un exemple quand même qui est quand même très très intéressant en région parisienne, à Saint-Ouen. Il y a une crèche qui s'inspire du modèle suédois. Que vous inspire cette expérience, Olivier Vial? Je crois que vraiment c'est une expérience qui montre que tout ce qu'on fait aujourd'hui va dans ce sens-là. C'est le plan, c'est l'éducation. Non, c'est l'éducation, puisque on a notamment Vincent Payon dans une circulaire qu'il a écrite à tous les acteurs le 4 janvier, dit on va s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment sur les questions d'identité de genre. Et il se dit appuyons-nous sur un dispositif, la ligne Azur qui définit l'identité de genre comme un simple sentiment d'appartenance qui peut ne pas être en concordance avec... C'est un outil d'étude. Ça n'existe pas, la théorie du genre. Ce sont les études de genre. C'est un outil d'étude. Éric Fassin, qui est quand même un des grands spécialistes, fait un livre Sexe politique où le premier chapitre s'appelle La théorie du genre. Donc, mais son but n'est pas de neutraliser les différences. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il dit lui-même l'objectif de sa théorie, c'est de rendre flou ce qui paraît évident, et notamment la différence des sexes. Et effectivement, c'est tout à fait cette logique-là. Et ce qui est dangereux dans le principe de la crèche Egalia, cette qui existe en Suède, c'est que ce qui est dit notamment par les enseignants et les pédagogues dans cette crèche-là, c'est qu'effectivement, il y a des jeux neutres. Sauf qu'ils ont été obligés de supprimer une grande partie des plages de jeux libres, parce qu'à chaque fois qu'ils remettaient de la liberté, les enfants revenaient à des jeux stéréotypés. Donc, vous voulez dire les filles aux poupées et les garçons au camion. Si en gros, pour arriver à cet objectif-là, on est obligé de supprimer toute liberté pour les enfants, je ne suis pas sûr que ça soit une vraie avancée. Nicolas Barr, le mot de la fin pour vous, allez vite. Moi, je voudrais qu'on revienne à l'essentiel. Aucun parent n'a envie que son enfant subisse des handicaps. Tous les parents ont envie que leur enfant exprime leur potentiel au maximum, qu'il soit une petite fille ou un petit garçon. Les stéréotypes éducationnels ne nous dérangent pas parce qu'ils construisent une personnalité. Par contre, quand ils produisent du handicap, quand ils fabriquent de la contrainte, quand ils font de l'empêchement d'être soi, quand ils diminuent la confiance en soi, là oui, ça devient un vrai problème. Et un vrai problème qui a des conséquences sur la société. Les hommes et les femmes ne font pas les mêmes métiers. Les femmes sont victimes du plafond de verre. C'est un échec économique aussi de ne pas pouvoir utiliser potentiellement toutes les femmes. C'est ça l'enjeu. Mais au départ, c'est surtout avoir, pour tous ces enfants, une vraie possibilité de devenir ce qu'ils doivent être quand ils auront le choix vraiment de pouvoir faire leur orientation précise. Très bien. Le mot de la fin. Oui, parce que je pense qu'il faut aller à l'encontre de cette idée que la théorie du genre serait une espèce de... Oui, enfin, on n'est pas dans le charlatanisme, on est vraiment dans des études de fond et qui sont sur le long terme. Je pense qu'il faut aller à l'encontre de la panique morale que vous essayez de diffuser. Très bien. Ils sont sévères mais justes. Ce sont les forcenés de désintox, la brigade de vérification, qui passe au radar les déclarations fantaisistes du personnel politique français. Ce soir, Michel Sapin, ministre résineux et fort concerné par le chômage, est tout à fait en mode incantatoire quant aux emplois d'avenir. Écoutez-le. Flashé par Désintox aujourd'hui, Michel Sapin qui enjolive les emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, c'est du plein temps sur au moins 3 ans, et c'est du plein temps avec de la formation. Les 100 000 contrats d'avenir signés qui font la fierté de Michel Sapin seraient donc tous des temps pleins pour au moins 3 ans avec formation.
Depuis novembre 2012, ces contrats permettent aux jeunes entre 16 et 25 ans qui ne sont pas ou peu formés de trouver un emploi stable. Mais Michel Sapin s'emballe car la durée minimale d'un contrat en emploi d'avenir est d'1 an et non de 3. Or, les CDD de 3 ans ou les CDI ne représentent que 55% des contrats. Michel Sapin oublie donc les 45% restants alors qu'il sait que le dispositif ne peut pas se passer des CDD d'1 an. Car pour l'instant, 35% des employeurs sont des associations. Or, celles-ci ne disposent pas d'une visibilité budgétaire qui leur permet de s'engager au-delà de l'année en cours, explique le ministère. Résultat, la durée moyenne des contrats signés plafonne à 2 ans et 2 mois. Sur la formation, Michel Sapin ne fait que rappeler la loi. Pour percevoir les aides au titre des emplois d'avenir, un employeur a 2 obligations, former le jeune à son poste et lui garantir une seconde formation professionnalisante. Mais dans les faits, 40% des jeunes en poste attendent toujours cet engagement. Quant au temps de travail, là encore, Michel Sapin s'emballe. Si les 35 heures sont en effet la règle pour les emplois d'avenir, il y a des possibilités de dérogation et dans les faits, 13% des contrats signés ne sont pas à temps plein. Bref, d'un bout à l'autre, Michel Sapin s'est emballé. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois. Vous pouvez retrouver 28 minutes sur le site Arte TV/28 minutes en replay enrichi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. À suivre sur l'antenne, une enquête choc sur le marché secret des matières premières mondiales. Qui sont les traders, les véritables loups de Wall Street ou de Hong Kong qui affament la planète. À demain à 20h05. Bis morgen. Tchuss.